Avant notre arrivée, il y avait un consensus depuis des années et des années chez les politiciens des deux partis dominants, puis l'ADQ c'est pas mal pareil à cet égard-là, pour accepter à peu près la logique des entreprises minières plus particulièrement à tous les niveaux. D'ailleurs, bien des gens sont étonnés d'apprendre que bien que le Parti québécois se réclame de l'élan d'émancipation et de maîtrise du destin de la nation québécoise issue de la Révolution tranquille, à juste titre. D'ailleurs, un de ses principaux artisans, celui qui est responsable de la nationalisation de l'hydroélectricité, était quand même le fondateur du Parti québécois. Donc, beaucoup de gens sont étonnés d'apprendre que c'est sous le règne du Parti québécois que la loi des mines a été changée pour diminuer la redevance des minières de 18% à 12%. À l'époque, on se contentait de mettre dans la poche des Québécois, sur chaque dollar de profit fait sur nos ressources, d'en mettre juste 18 dans la poche de 7 millions de Québécois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu en mets 82 dans la poche des investisseurs privés qui n'ont aucun droit en principe sur ce sous-sol, hein, qui puisent nos propres ressources. Ils trouvaient que c'était déjà trop dans la poche des Québécois et ont diminué ça de 18 à 12%. Alors c'est sûr que lorsqu'on est entré à l'Assemblée nationale, dès le début, je me rappelle la première conférence de presse, on était là avec Françoise dans ce qu'on appelle le hot room, puis on a dit que ça n'avait pas de bon sens, parce qu'il nous disait, votre beau programme que vous allez nous présenter, là, si généreux en termes de services publics, puis maintien de l'universalité des programmes, etc., juste ça coûte cher, comment vous allez le payer? On a énuméré une série de choses, dont une meilleure maîtrise de nos ressources naturelles, un meilleur contrôle des ressources minières. Puis j'ai osé aborder à l'époque, j'ai dit, à certains égards, le Québec est une république de bananes. Tu sais, on était en terrain absolument inconnu. Ils n'en revenaient pas qu'on puisse dire qu'on est dans une situation quasi coloniale ou une république de bananes. Or, le hasard a voulu qu'au même moment, le vérificateur général était en train de repasser la situation dans le domaine minier. Puis 2 mois plus tard, en fait, nous, ça c'était en février. Non, c'était dans l'exercice de janvier. Il y avait 3 jours de session extraordinaire à cause de la crise financière. Donc, 3 mois plus tard, en mars, le vérificateur général dépose son rapport, puis on apprend que, effectivement, ça va mal, que sur 14 entreprises minières, il y en a 12 qui n'ont pas payé une scène de redevance pour différentes choses. Puis c'est pas juste dans les années qu'il a vécu, juste la dernière année encore, ArcelorMittal, qui exploite la plus grande mine de fer au monde. Hein? La plus grande mine de fer au monde à site unique, là, c'est à Québec. Au Québec, je veux dire, c'est à Fermont. C'est pas pour rien qu'on appelle ça Fermont. C'est littéralement une montagne de fer. ArcelorMittal, une compagnie indienne spécialisée dans l'évasion et l'évitement fiscal. Puis ils s'en cachent même pas, ils ont un département qui s'appelle le Transfer Pricing. Transfer Pricing, c'est une méthode d'évitement fiscal archi connue, qui est la deuxième méthode d'évitement fiscal suivant le département américain, qui fait mal au Trésor américain, et la première pour les entreprises extractives. Donc une entreprise qui ne se cache même pas de faire de l'évitement fiscal, qui est une forme d'évasion légale, qui a toute une division pour l'organiser, et assis sur notre mine de fer, la plus grande mine de fer à site unique au monde, une entreprise qui a 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et qui ne paye toujours pas 0 sou de redevances. Pourquoi? Parce que les redevances, on les paye à cause des lois coloniales entretenues pendant des années par le Parti québécois et le Parti libéral, on les paye sur le profit. Vous savez très bien que quand on peut, à travers toutes les filiales, puis les entreprises minières, aller voir n'importe quel, je vous le défie, il n'y en a aucun qui a en dessous de 300, 400 filiales différentes. Okay? Les jeux de filiales, c'est quoi? C'est pour essayer de cacher le profit. L'un vend à l'autre, à perte ou avec une faible marge, pour bénéficier de tous ces échappatoires fiscaux. Et ces échappatoires fiscaux font en sorte que même en 2010, ArcelorMittal n'a pas payé de redevance au Québec pour le faire exploiter. Pourquoi? Parce qu'ils font miroiter des investissements pour, je ne sais pas, X nombre d'années. Donc, autrement dit, on est arrivé dans ce décor-là. Pourquoi? Il y a une raison historique qui est assez légitime. C'est que le Québec, comme le Canada, a été grandement ouvert. Il y a 2 siècles, 3 siècles, beaucoup de ces territoires, littéralement, ont été ouverts par des minières. À une époque où, en fait, toute l'entreprise de colonisation des Amériques, que ce soit les Espagnols, c'est il y a 500 ans pour l'or
du Pérou et du reste de l'Amérique latine, mais dans l'Amérique du Nord, c'était un peu la même chose. La ruée vers l'or, vous en avez déjà entendu, le Klondike, vous avez déjà entendu, à une échelle inférieure, toute la vision de l'occupation du territoire au Canada et au Québec, en grande partie, c'était lié à l'exploitation des ressources. Oui, il y a eu la fourrure, mais tout de suite après la fourrure, il y a eu les ressources minérales, la forêt, les ressources ligneuses, mais aussi les ressources minières. Donc, c'est certain qu'à cause de la prépondérance de cette activité, il y a beaucoup de lois qui ont été écrites qui entourent l'activité des minières, qui font en sorte que notre pays, si on met des lunettes de lucidité, sur le plan législatif, l'encadrement législatif, le pouvoir et la culture qui s'est perpétuée au fur et à mesure des années à cause de cette réalité-là, c'est une véritable minéralo-État. Mettons un peu comme la Colombie est un narco-État ou l'Arabie Saoudite est une pétromonarchie. Autrement dit, c'est un endroit où les minières, puis le Canada c'est pareil, c'est pas pour rien que 70% de toutes les entreprises d'activité minière au niveau international est en bourse à Toronto, pas à New York, pas à Chicago, pas à Londres, à Toronto. Parce que le Canada est un minéralo-État, ils ont beaucoup d'influence. Moi, la première fois que ça m'a sauté aux yeux, c'est quand j'étais allé au Val-d'Or, avant d'être élu, il y a 4 ans. Et au bout d'une discussion justement sur l'activité minière, il y a un monsieur du fond de la salle qui s'est levé, il a dit « Monsieur Kadir, vous perdez votre salive. » Je dis « Pourquoi? Ok. » Il dit ben, « C'est parce que, écoutez, là, tout le monde sait, ici, la loi des mines est au-dessus de la loi divine. » Et quand on y réfléchit, il a raison. Oui, parce que la loi des mines est une loi excessivement complaisante, encore aujourd'hui excessivement permissive, qui donne tous les droits à l'activité minière sur notre sol. Et malheureusement, avec ce que veut faire le gouvernement Charest, le plan Nord, ça risque pas de s'améliorer, ça risque même de s'aggraver. Le gouvernement Charest, non content de ne réformer rien dans les mines de manière substantielle, oui, il y a certains trucs, genre on fait payer les minières avant dans un fonds pour s'assurer qu'on puisse ramasser les dégâts à la fin, parce que là c'était devenu gênant. 325 sites miniers avec des résidus toxiques qui ont été laissés à la charge de l'État, qui vont nous coûter tout près de 700 millions à nettoyer. Bon, ils ont dit qu'il fallait faire quelque chose, mais pour l'essentiel, pour la gestion du territoire, pour le fait que les minières ont préséance sur les villes, sur les municipalités pour décider qu'est-ce qu'on fait d'un sous-sol. Les mines et les minières peuvent venir demain, n'importe qui d'entre vous, s'ils découvrent quelque chose en dessous de votre sous-sol, ils ont par la loi la permission, s'ils n'arrivent pas à une entente avec vous et que vous refusez, ils ont par la loi l'opportunité de vous exproprier. Donc, il faut réaliser qu'on est au 21e siècle, pris au Québec, comme d'ailleurs le reste du Canada, mais au Québec c'est particulièrement pathétique. En politique, c'est incestueux que des détenteurs de pouvoir dans le domaine économique, ceux qui ont déjà énormément de pouvoir sur le plan financier, sur le plan industriel, et un si grand contrôle sur les formations politiques, de pouvoir dicter littéralement la conduite des gouvernements, puis de leur dire quoi faire, comment orienter leurs choix. Alors, vous en avez eu la démonstration dans le domaine de la construction, hein, vous en avez entendu sûrement parler. Vous voyez comment les banques et les milieux financiers et le patronat ont réussi à dicter la conduite au gouvernement en matière d'éducation, parce que c'est de là qu'ils viennent. Hein. Le pacte pour le financement compétitif des universités, c'est pas des mettons, des penseurs de la modernité ou de l'éducation ou des sociologues ou des spécialistes de l'éducation qui l'ont pondu. C'est des banquiers, des comptables, des représentants des milieux patronaux. D'accord? Puis ensuite le Crépuc qui en a fait son credo, puis là le gouvernement libéral. Donc, si vous avez vu dans ces domaines-là, imaginez dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine surtout minier. Dans le domaine minier ou même des localités, malheureusement à cause de la culture que je vous ai mentionnée, qui date de 150 ans, on fait en sorte que malheureusement, en 2001, non seulement ils ont une loi comme ça, mais l'essentiel de nos ressources naturelles nous échappe. Il s'agit d'un fait passé, mais malheureusement avec le plan Nord, ça va s'aggraver dans l'avenir parce que le gouvernement québécois se promet, si le plan Nord s'est réalisé, évidemment, espérons que vous allez voter pour Québec solidaire, pour Bill Clément, et puis qu'on va les faire débarquer de là bien avant longtemps. Mais pensez... faut surtout pas s'imaginer qu'avec le Parti québécois, ça va être différent pour les raisons que je vous ai dit. Parce que c'est la même proximité politique, à des degrés moindres, mais avec des milieux économiques. D'ailleurs, l'émission d'enquête ce soir va vous en faire une autre démonstration, puis il y a d'autres choses qui s'en viennent que vous allez voir. Malheureusement, cette culture de proximité entre les milieux d'affaires, surtout le secteur minier d'influence avec les partis pouvoir est telle
que ça ne changera pas de manière substantielle. Or, qu'est-ce que le gouvernement du Québec veut faire actuellement? Il veut investir, ni plus ni moins, 60 des 80 milliards d'investissements promis. Là, quand Charest dit qu'il y aura 80 milliards d'investissements au cours des 25 prochaines années, 60 de ces 80 milliards, c'est de l'argent des Québécois, en partie d'Hydro-Québec, qui va construire des barrages pour fournir de l'électricité, et de l'argent du Québec, du gouvernement, des contribuables, pour ouvrir des routes, pour assurer l'infrastructure. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé le plus clair des dernières années. Nous, le modèle qu'on propose, c'est quoi? C'est que l'exploitation des ressources d'abord doit être faite de manière telle, que ça ne peut pas s'opérer sur notre territoire si on ne s'assure pas qu'au minimum, la population québécoise est le principal bénéficiaire de cette exploitation. Dans le cas des mines, vous allez me dire qu'il n'y a pas uniquement les redevances qui payent, il y a des salaires, il y a des impôts. Laissez-moi vous dire l'exemple suivant pour illustrer à quel point cet argument du gouvernement est fallacieux. Le gouvernement, à chaque fois que moi je me suis levé pour dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens qu'on leur accorde autant d'avantages, parce qu'il n'y a pas seulement le fait qu'il y a de faibles redevances, mais il y a toutes sortes de crédits d'impôt qui constituent énormément de dépenses pour l'État québécois, qui faisaient en sorte que pendant 6 ans, on donnait plus que l'ensemble des crédits, des redevances et de l'argent que les minières nous payaient. Mais le gouvernement nous disait, écoutez, ils créent de l'emploi, ils font des investissements, ils créent de l'emploi, puis on a besoin des emplois dans les régions. Or, est-ce que vous accepteriez, par exemple, sous prétexte que vos parents n'ont pas de job, que quelqu'un vienne de l'extérieur avec son camion, rentre chez vous, dit à vos parents, écoute, je te paye 10 piastres, non, je te donne 50 $ de l'heure, un bon job, 50 $ de l'heure. Prends les affaires qui sont dans la maison, mets-les dans mon auto, je pars avec. Non. Est-ce que vos parents accepteraient, sous prétexte que le gars qui est venu les déposséder leur offre 50 $ de l'heure pour travailler, accepterait de laisser aller les richesses qui leur appartiennent? Est-ce que ça se tient comme logique? Aujourd'hui, la logique que nous sert le gouvernement Charest pour le modèle d'exploitation des ressources est littéralement ce que je vous dis. Parce qu'à chaque fois, ils disent « Ah, c'est des investissements, ça crée des jobs en région. » Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est inacceptable que dans le bilan total de ça, on tienne compte du fait de créer des jobs. Après tout, c'est nos travailleurs qui font le travail. C'est eux qui créent la richesse. Mettez 1 milliard de dollars, prenez 1 milliard de dollars là, en valise, allez le mettre sur n'importe quelle mine de diamants. Est-ce qu'il va sortir du diamant là-dedans? Non. Il va falloir que des hommes et des femmes, des compétences, des scientifiques, des travailleurs fassent l'extraction. Donc, quand on fait du travail pour extraire une richesse, celui qui apporte le capital ne trouve pas un droit de regard et de propriété sur cette richesse automatiquement par le seul fait que son capital permet l'activité. Donc, ça c'est un premier principe de base pour Québec solidaire. Mais l'autre principe, c'est qu'il y a certaines ressources qui ne sont pas comme d'autres ressources. Des ressources qui sont de nature énergétique, comme l'hydroélectricité, le vent. Et si jamais on décide d'utiliser, par exemple, je ne sais pas moi, les hydrocarbures, mettons là, que nous on a décidé de ne pas toucher à ça, mais si éventuellement on en arrive collectivement à dire on peut exploiter le pétrole de manière responsable écologiquement, sans dommage, et parce que c'est une nécessité planétaire, même si on a réglé nos besoins énergétiques autrement, puis qu'on n'est plus dans l'équation des énergies fossiles, il faut quand même se dire que c'est une ressource énergétique. Et une ressource énergétique est une ressource stratégique. Donc, pour Québec solidaire, toute ressource stratégique doit être publique. Il ne serait question que ça soit privatisé. Ensuite, il y a un certain nombre de ressources qui n'appartiennent même pas à l'État ou à la nation. Mettons l'air ou l'eau. L'eau, on le définit, nous, on accepte l'idée que c'est une chose publique, qu'on en est des fiduciaires, qu'on en est des usagers, qu'on en est responsable pour les protéger, qu'on est légitime de l'utiliser pour les besoins de l'humanité, pour les besoins de la vie, mais parce que justement ils sont essentiels à la vie, à l'humanité, comme au reste de la vie sur Terre, ça ne peut pas être commercial.